Oui, je sais, il est tard pourquoi? Non pas parce que je me suis oubliée, non pas parce que je vous ai oublié, mais parce que j'ai compté 3 tonnes et demie de choses à faire et que j'ai un peu pris mon temps. Pour tout vous dire, j'ai pas encore fini de ranger mes courses. Bref, c'est un détail. Et donc, comment je vis avec mes handicaps? Partie 2. Et peut-être partie 72. Je ne sais absolument pas combien de temps ça va durer, si je vais pouvoir tout placer dans ce podcast. Sinon, eh bien, on sera reparti pour un troisième la semaine prochaine. On verra bien. Et donc, comme promis, me voici pour la fameuse seconde partie de Aurélie fait du blabla sur ses handicaps. Mais cette fois-ci pour parler des troubles du sommeil et si possible des 2 autres maladies que j'avais déjà mentionnées dans le podcast précédent. Comme j'ai rien préparé, on verra ce que ça donne. Je vis donc en effet, en plus de l'autisme et des troubles 10, avec des apnées du sommeil et on va dire une forme de narcolepsie sans cataplexie et calmez-vous, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, du mieux que je peux. Les apnées du sommeil peuvent être décrites de la façon suivante. Il y a des ronflements parfois sévères, mes pics pouvaient aller jusqu'à 88 décibels, ce qui équivaut, il me semble, à une tondeuse à gazon. Imagine l'angoisse. Pour moi, mais pour les voisins, ça m'auto-réveille. Ah bah, je suis tellement autonome et indépendante, j'ai besoin de personne, quoi. Je Pardon, comme d'habitude, je me fais rire moi-même. Donc, des ronflements qui peuvent être sévères, des pauses ou des arrêts respiratoires. Auparavant, d'ailleurs, c'est marqué dans mon dossier, je faisais 106 apnées par heure en moyenne, en sachant que l'on considère qu'on fait des apnées du sommeil à partir d'une dizaine par heure. Oui, 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 ça faisait beaucoup. Nous avons également des micro-réveils à répétition. Me concernant auparavant, j'étais à 72 micro-réveils en moyenne. Ce sont des réveils, comment dire? Il n'y a pas de temps de conscience durant ces micro-réveils. C'est pour ça que ça s'appelle micro-réveil, ça peut durer quelques secondes, et puis ça rend un sommeil évidemment, agité. Donc nous avons également un sommeil non réparateur, donc une fatigue au réveil et parfois, ça peut aller pour certaines personnes avec des maux de tête, mais rien que ça. Et les conséquences peuvent être également une somnolence diurne excessive. Je vis avec cette sensation d'avoir perpétuellement envie de dormir. Nous avons des endormissements aléatoires, notamment après les repas. En ce qui me concerne, ça m'arrive même pendant. Pour certaines personnes, cela peut induire des troubles de l'humeur et de l'irritabilité. Non, je vous vois déjà venir, gna gna gna, c'est à cause de ses apnées si elle est pénible. Ah non, non, ça c'est ma nature, rien à voir avec les apnées. Et depuis plusieurs années et après avoir donc passé une polysomnographie au CHU de Poitiers, donc passé 24 à 48 heures, je me rappelle même plus, avec un appareillage, j'ai plus les photos sous le coude, mais vous auriez vu le machin. Non mais vraiment, tu as de la colle dans les cheveux, pour l'enlever, c'est une horreur, c'est un mélange de miel et de je sais pas quoi, tu as des électrodes partout sur la tronche, sur le visage, jusqu'aux jambes, parce qu'ils vérifient si tu fais des oh zut, comment on appelle ça? Si tu as le syndrome des jambes sans repos, des choses comme ça, donc tu ressembles à Robocop avec l'impossibilité de te laver. En été, c'est charmant. Bref, donc j'ai aussi consulté un pneumologue forcément. Je suis finalement, appareillée avec ce que l'on nomme un appareil de pression positive continue, qui est narinaire, j'adore ce mot, narinaire, pardon, qui ne prend donc pas toute la bouche, mais qui se situe entre guillemets «sous le nez» et cet appareil envoie donc de l'air dans les voies respiratoires avec une légère surpression et grâce à ce dispositif, qui peut parfois, selon les personnes, comporter quelques, on va dire, désagréments, comme des irritations du nez, par exemple. Pour ma part, c'est plutôt que ça me démange un petit peu là où il y a les bandes élastiques qui maintiennent le masque. Peut-être parce que je bouge un peu la nuit ou parce que je le serre un petit peu trop, ça c'est tout à fait possible. Mais je ne fais donc, grâce à cet appareil, plus d'apnée. Je dors convenablement, je me réveille peu, je suis davantage reposée, j'ai moins mal au crâne, forcément, que du positif. Et c'est ce qui me permet régulièrement d'encourager les personnes, même les plus récalcitrantes, à tenter de s'appareiller. Parce qu'il existe finalement plusieurs solutions. Je vous disais tout à l'heure, il y a un masque qui prend la bouche et le nez complètement, c'est ce que j'avais au début. Il y a aussi le masque narinaire comme le mien, où finalement le nez vient se poser sur l'appareil.
un appareil mandibulaire qui permet de placer la mâchoire d'une certaine façon. Bref, il y a plusieurs possibilités, on a le droit de faire plusieurs essais. En plus, c'est un dispositif qui, une fois qu'on y a le droit, est pris en charge. Je ne peux que conseiller les personnes à tenter ça. Pas peur de enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais pas peur de pas être sexy. Je m'en fous, quand je dors, on est bien d'accord. En ce qui concerne la forme de narcolepsie que j'avais évoquée au début, elle est nommée, dans mon cas, hypersomnie idiopathique, qui est un terme qui est magnifique. En gros, quand on ne sait pas d'où ça vient, bah, on dit ça. Oui, parce que j'ai vraiment fait des tests. Ah, j'ai eu un mini bug, excusez-moi. J'ai fait des tests pour déterminer des tests génétiques, pardon, pour déterminer si j'avais la narcolepsie, parce que quand on est narcoleptique, il y a un traceur génétique que je n'ai pas. En tout cas, ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils m'ont dit: «C'est pas vraiment de la narcolepsie, mais ça y ressemble, donc on va mettre hypersomnie idiopathique». Dans mon cas, et c'est là où on peut se poser des questions, est-ce que ça vient uniquement de mes apnées du sommeil ou est-ce que ça vient aussi d'un mélange entre ça, l'autisme et plein d'autres trucs que je me trimballe? Finalement, on n'en sait rien, personne n'a trouvé. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de passer mon temps à me passer des examens pour chercher d'où ça vient, dans le sens où j'essaie de faire en sorte de vivre bien avec cette chose-là. Et finalement, donc cette hypersomnie idiopathique avait des conséquences en tout cas qui étaient assez pénibles. Il m'était déjà arrivé de m'endormir au téléphone, donc en parlant, au travail à l'époque où je suis tombée d'une chaise. Ça m'était et en ce moment, ce qui peut m'arriver, parce que je suis particulièrement fatiguée, ce qui peut m'arriver régulièrement, c'est de m'endormir pendant que je mange. Donc je suis en train de mâcher et d'un coup, il y a plus personne. C'est va La durée est variable, hein, ça dure entre, je sais pas moi, 2 minutes, entre 2 et 10 minutes, on va dire, en moyenne. Puis je suis là: «Oh là là, c'est vachement bon ce que je mange, télédédé» et voilà, plus rien. Fabuleux. Et il arrive que mon compagnon observe, mes endormissements et il lui est arrivé la semaine, oh, je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le pauvre. Je m'endormais assise dans le canapé. Et tu te dis: «Heureusement, je suis assise, dans le canapé», et c'est lui qui a soutenu ma tête parce que dans ces moments-là, bizarrement, les pros ne parlent pas de cataplexie, qui est donc un relâchement du tonus musculaire, et pourtant, je ne peux littéralement plus me servir de mes muscles. Donc ma tête, elle tombe toute seule, à droite, à gauche, devant, derrière, en diagonale, comme elle peut. Donc c'est lui qui a soutenu ma tête jusqu'à ce que je finisse par parvenir à peu près à raccrocher les wagons et à me lever pour aller jusqu'au lit. Non mais c'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible et en même temps, parfois, c'est quand même vachement drôle. Enfin, moi, ça me fait rire quand je pense avec du recul, je me dis: «Mais c'est drôle». Pardon, c'est que je me revois en train de manger et je revois ma mère me raconter cette histoire quand j'étais gamine, je sais plus si j'avais 3, 4 ans, elle me corrigera certainement, si elle écoute le podcast. Où elle se souvient très bien pendant un repas, de famille, très certainement, je me suis endormie dans le mou dans pendant le mouvement suivant qui était donc d'amener ma fourchette jusqu'à ma bouche. La fourchette est restée en l'air, mon bras avec, et ma tête est partie, en avant, je me suis endormie. Ça les a fait marrer certainement, j'espère. Mon père m'a portée, oui, mais j'étais enfant donc on pouvait. Mon père m'avait portée pour m'amener certainement dans la chambre. Je me suis réveillée d'un coup en disant: «Bah, j'ai pas fini mes pâtes». Le blackout où tu t'es pas rendu compte que tu t'es endormi. C'est drôle, mais j'étais enfant et finalement la médecine n'a pas vraiment trouvé ce que j'avais, mais on a cherché en tout cas, que tardivement. Bon, finalement, c'est pas non plus, enfin, en ce qui me concerne, ce ne sont pas vraiment, mes handicaps à proprement parler qui me posent un souci, c'est plutôt l'accumulation qui parfois peut être un petit peu pénible. Mais bon, comme vous l'avez constaté, j'en rigole volontiers, c'est finalement marrant, je m'endors pas non plus toutes les 5 minutes en faisant n'importe quoi, en prenant ma douche ou en, je sais pas moi, en traversant la rue. Fort heureusement, je sais qu'il y a des gens à qui ça peut arriver, je suis navrée pour ces personnes-là et je suis ravie, évidemment, que ça ne m'arrive pas, au quotidien en tout cas. Et ensuite nous avons, ouais, 9 minutes déjà, j'ai peut-être un petit peu de temps de résumer. Nous avons donc aussi, je vais parler au moins de celui-ci, le syndrome des leurs dans l'os hypermobile. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'écoutent, qui savent ce que c'est, qui parfois en sont atteintes.
vivent en tout cas avec ce syndrome-là, qui est une atteinte du tissu conjonctif et si je pouvais résumer ça, vu que j'ai rien préparé, en gros, il y a une hyperlaxité au niveau de toutes les articulations. En ce qui me concerne, toutes les articulations sont touchées, donc je suis extrêmement souple au niveau de mes articulations et là, on pourrait dire: «Waouh, bientôt 42 ans et souple comme quand on avait 20». Ouais, 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 sauf que tu peux faire des entorses à répétition, tu peux te faire des foulures à répétition, tu peux te déboîter les épaules, les poignets, les doigts, les chevilles, tout ce qui passe, à répétition aussi. Parce que en gros, l'information qui arrive à ton cerveau concernant justement, l'effort, ou l'angle qu'utilise ton articulation arrive entre guillemets «trop tard». Je vulgarise volontairement, hein. Arrive trop tard. Ce qui fait que au lieu de, je ne sais pas moi, essayer de tenir votre index avec votre autre index et de le pousser ou de le tirer en arrière, à un moment donné, vous avez mal et votre corps, il vous dit: «Stop», votre cerveau aussi d'ailleurs. Et bah, chez des gens comme moi, et je suis loin d'être un cas isolé, et ben, on va beaucoup plus loin au niveau de l'articulation et on commence à avoir mal plus tard que ce que c enfin, que la moyenne et c'est pas cool parce qu'on se fait mal en permanence. C'est vraiment pas chouette, quoi. C'est vraiment pas chouette et en même temps, bah, je suis quand même super souple, quoi. Et ça, c'est vachement chouette. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je suis devenue acrobate? Pas du tout. Est-ce que j'en fais quelque chose dans mon quotidien? Non. Et il y a quand même des trucs hyper pratiques. Si je veux me gratter n'importe quelle partie du dos, je peux. Ah, mais tu vois? Tout a ses avantages. Et là, j'imagine les gens en train de se dire: «Attends, comment elle se gratte le dos?» Et mettez votre bras, celui que vous voulez, dans votre dos et essayez de gratter un maximum de surface dans votre dos. Les moins souples, ils vont aller dans le bas du dos. En moyenne, on peut aller jusqu'au milieu. Ah, mais je peux aller au-dessus des omoplates, les enfants. Ah, vous vous rendez pas compte? Hyper cool! Ouais, je vous ferai une liste peut-être un jour de de tous les avantages d'être hyperlaxe au niveau des articulations. Pardon, mais je me fais beaucoup rire et en plus, je me rends compte que ça fait déjà 12 minutes et que je n'aurai pas le temps de parler de la dernière cerise sur le gâteau, de la myopathie FSH. Et ben, vous savez quoi? Puisque c'est comme ça, je décide, je veux, j'ordonne et j'exige. Non, bah, ça, c'est surtout que c'est mon podcast, j'en fais ce que je veux. Dernière partie sur comment je vis bien mes handicaps. Putain, c'était très français ce que je viens de dire. Comment que je les vis bien mes handicaps, ma brave dame? Eh ben, pour le dernier et avec une conclusion à la clé, vous saurez ça la semaine prochaine et je vous remercie grandement et je sais que c'est difficile et je sais que ça peut être douloureux psychiquement ou moralement, mais moi je trouve toujours le moyen de rigoler tous les jours et je vous souhaite de parvenir à faire la même chose. Même si vous avez un tout petit rictus en m'écoutant, je me dis: «On a gagné». Merci beaucoup et à lundi prochain.